Dimanche 17 août, les amis, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'heure d'ouvrir ensemble la presse internationale. Avec pour moi aujourd'hui des numéros 10 à la une, des nouveaux numéros 10. Ryan Cherki, le talent pur du côté de Manchester City, et Lamine Yamal au FC Barcelone. On y va tout de suite. Et c'est avec un autre numéro 10 que j'ouvre cette séquence. Regardez la une de la presse anglaise du Sunday Telegraph. Aujourd'hui, pour revenir bien évidemment sur la victoire de Manchester City, donc 4-0 face aux Wolves avec un super Erling Haaland. On y reviendra dans un second temps, mais c'est là que je vous emmène. Eze closes in on Spurs move. Les amis, le numéro 10 de Crystal Palace devrait prendre la direction de Tottenham. Je mets encore tout ça au conditionnel et pour cause, il joue en ce moment même et sur la pelouse de Chelsea. On est à quelques secondes du terme de la rencontre, 0-0 pour le moment. Il avait marqué d'ailleurs dans le premier quart d'heure, but annulé par la VAR, mais c'est en marge de tout ça que je vous parle de ce transfert. Vous me direz en commentaire quel est le score final. Que se passe-t-il? Thomas Frank, le nouveau coach de Tottenham, les amis, a besoin de créativité. Et pour cause, il a perdu Maddison, grave blessure au genou, long terme. Il a perdu également Kulusevski, également touché au genou. Sa première cible, c'était lui, le capitaine de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. On n'est pas allé plus loin. Voilà comment il est allé chercher aujourd'hui Eze de Crystal Palace. Va-t-il, oui ou non, arriver? C'est entre les mains du board de Tottenham. Daniel Levy, Johan Lange et lui que vous connaissez, l'ex d'Arsenal, Vinay Venkatesham. D'après moi, ça peut être un très bon coup, ça, pour Thomas Frank si on va au bout avec Eze de Crystal Palace. Le Barça s'est donc imposé hier. Le champion sortant, c'était selon moi comme un match d'entraînement. C'était à Majorque, victoire 3-0 sans grand problème, mais déjà avec des polémiques. Vous allez voir ça, avec surtout un imparable Lamine Yamal. Et regardez ce geste, c'est une interprétation que je vais faire, mais est-ce là un couronnement pour signifier le Ballon d'Or, cette bataille à distance avec Ousmane Dembélé? En attendant, il a été magique, il a marqué un troisième but absolument somptueux en toute fin de match. Je vous montre ça parce que la vie continue de la même façon. On s'était arrêté la saison passée avec un Barça champion XXL. Eh bien, la vie reprend et on repart sur le même tempo avec un début de champion superbe. Et pourtant, je vous l'ai dit, il y a eu des polémiques. Regardez la une de AS. Alors, il faut savoir que Majorque a été réduit à 10 à 9 à la 39e minute. À 9, les amis. À 9 contre 11, notamment avec ce deuxième carton rouge. Logique, regardez. Moriki qui met ce pied sur le visage du nouveau gardien. Joan Garcia exclu. Mais avant, il y avait eu un premier carton rouge suite à 2 cartons jaunes. Là, on peut y revenir. Mais surtout, regardez dans les pages intérieures de Marca, le Barça n'a pas besoin de ce type de coup de pouce. On parle de quoi? Sur le deuxième but, Rafinha marque le premier. Ok? Le deuxième, Ferran. Mais comment marque-t-il ce but? C'est là qu'il y a eu une contestation juste avant de marquer. Un joueur de Majorque reçoit un ballon en pleine poire. Il s'écroule. Il est là, sur la pelouse. Le quatrième arbitre, sur le bord, envoie un message à l'arbitre de champ lui disant « Attention, il a pris le ballon en plein visage. On peut peut-être siffler. » Sauf que monsieur l'arbitre ne siffle pas, alors que le coach de Majorque, Arrasate, entend le message du quatrième vers l'arbitre de centre, pense que ça va être sifflé. L'arbitre central laisse le jeu se jouer. Le Barça fait fi du joueur au sol, marque avec Ferran, et comme le but est marqué, la règle en Espagne, le ballon, l'arbitre ne peut pas revenir sur sa décision une fois le but marqué. Là, il y a eu polémique, là, il y a eu contestation, c'était le 2-0, le match était plié avant le 3-0 de Lamine Yamal. Voilà comment Hansi Flick est parti, les amis, avec donc le nouveau gardien, la nouvelle charnière avec le départ d'Inigo Martinez. Première information forte, c'était le choix d'Eric Garcia, on va y revenir, titulaire et non Jules Koundé. Baldé, Pedri de Jong dans la salle des machines avec Fermin, je pensais qu'il allait mettre Olmo, choix sur Fermin, Lamine Yamal, Rafinha, pas de Lewandowski qui n'était pas encore prêt et Ferran Torres. Comment on a fini ce match? On est là, des changements avec, regardez, Koundé qui va entrer, c'est Eric Garcia qui va passer à l'intérieur et Koubarsi qui sort, le jeune Joffre qui démarre et Baldé qui va sortir, Pedri de Jong, on reste, Gavi va entrer à la place de Fermin, Dani Olmo va entrer à la place de Rafinha et regardez, c'est les premières de Marcus Rashford en Liga à la place de Ferran Torres. Hitmap, intéressant, je vous ai remis ce 11, d'ailleurs, davantage espagnol, avec, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espagnols sur les 11. Je vous ai mis, regardez, Lamine Yamal, on attaque vers le haut, et Eric Garcia. Je vous ai mis ce côté-là, tac. Pour vous montrer quoi? Regardez la hitmap de Lamine Yamal. Bon, c'était, entre guillemets, faible, pardon pour Majorque, mais c'était compliqué pour eux. Il était vraiment très très haut, très peu
vous le voyez ici, d'opération défensive, et pour cause, parce qu'Eric Garcia était très bon. Il a bloqué complètement ce côté pour permettre à Lamine Yamal de travailler uniquement sur le plan offensif. Ça, c'est très intéressant dans le plan aujourd'hui pour moi d'Hansi Flick et dans la concurrence avec Koundé. Je vous parlais des cartons rouges, je vous parlais également des notes. Regardez, je vous montre ça. Alors, qui a eu les meilleures notes? Lamine Yamal, qui a pris un 9 sur 10 avec l'adjectif diabolique. Eric Garcia, que je vous ai mis en avant, intéressant, il prend un 7. Il y a plutôt des bonnes notes, vous le voyez avec un Rafinha qui a été une nouvelle fois pour moi excellent avec un très bon 8. Et je vous montre un peu tout ça. Ferran qui a pris ce 8. Hansi Flick a pris un 7. Pas content, Hansi Flick, en conférence de presse, regardez, l'équipe ne peut pas jouer à 50%. Ok, en face, c'était peut-être un match d'entraînement, pardon, il n'y a rien de péjoratif, mais on doit élever le niveau. Je n'ai pas aimé ce match, le message était très clair de la part d'Hansi Flick. Affaire à suivre pour le Barça qui démarre bien. Manchester City, donc 4-0, on y va. Avec, regardez la une ici du Sunday Times, je l'adore, cette même photo de Erling Haaland. Il y a quelque chose de vieux, mais il y a aussi quelque chose de nouveau. Regardez, le vieux, bien évidemment, c'est Erling Haaland, c'est presque le vieux maintenant, parce que il y a des transformations. Manchester City, Reinders, qui est arrivé de Milan, qui était très bon, et lui, Ryan Cherki, qui n'était pas titulaire. Voici quel était le 11 opérationnel de Pep Guardiola, avec donc la position d'Erling Haaland que vous voyez, et donc Reinders, très sincèrement, l'ancien Milan, qui a été vraiment très bon, plus ici, on va y revenir, le jeune Trafford, revenu à Manchester City de Burnley, vous le savez, Ederson va sortir, on va y revenir dans un instant avec l'arrivée possible de Donnarumma, lui était également titulaire, et donc l'entrée en jeu ici de Ryan Cherki à la place de Haaland, les buteurs, Reinders, Haaland avait marqué le premier, Reinders, Haaland de nouveau, et Ryan Cherki pour ce 4-0, très intéressant. Je reviens ici sur le poste de gardien, regardez dans les pages intérieures du Corriere dello Sport, on nous dit très clairement que ça y est, Ederson devrait prendre la direction de Galatasaray, voilà pourquoi Pep Guardiola avait aligné également Trafford pour lancer dans le bain cette nouvelle place de titulaire du côté de Manchester City. Et peut-être une alternance, on en a parlé sur ces dernières 48 heures. On semble, ça y est, se diriger vers l'arrivée de Donnarumma du côté de Manchester City. Ça semble se préciser entre les différents clubs. Manchester United, Arsenal, ça joue là. Ça joue en cette fin d'après-midi. Je ne vais pas revenir du coup sur les résultats. Je voulais juste vous présenter comment comment les tabloïds anglais avaient présenté cette affaire, avec notamment Amorim qui veut absolument faire de Old Trafford une forteresse. 15e la saison passée, c'était très difficile pour Manchester United. Il faut absolument s'imposer à la maison. Et du côté des Gunners, Arsenal avec notamment Timber, qui l'a dit très très clair, ces 2 dernières saisons, on était tout proche d'aller chercher ce titre. C'est certainement cette année avec un super Arsenal, bien évidemment. Dans ce schéma-là, d'ailleurs, regardez, the teacher and the graduate. Pardon pour l'accent manqué. Le teacher, l'enseignant, c'est Amorim avec Gyökeres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble du côté du Sporting. Il était son enseignant, en gros, et lui l'élève. Aujourd'hui, il se retrouve face à face. Mikel Arteta qui le dit très clairement, dès notre premier rendez-vous, j'ai été séduit par lui. D'ailleurs, regardez ça, c'est très intéressant. C'était également dans les colonnes du Times relayées par les tabloïds anglais. Depuis qu'il est arrivé à la tête d'Arsenal, regardez ça, les joueurs recrutés entre 23 et 30 ans, ok, avec les sommes dépensées. Eh bien, Arsenal, depuis la fenêtre 2020, est le club qui a dépensé le plus sur cette catégorie-là, ok, sur ces joueurs entre 23 et 30 ans. 472 millions de livres. Regardez, c'est worldwide, hein. Il n'y a pas que des clubs anglais, puisque regardez, Al Hilal est ici à la 3e position. Il y a la Juve ici, le Paris Saint-Germain qui est ici, Al Nasser et Al Ittihad. On notera les clubs du Moyen-Orient qui se hissent dans ce top 10. Mais donc Arsenal est le plus dépensier sur ce type de joueurs. Intéressant. Et je vous montre également ça. Ça aussi, c'est intéressant. C'est depuis l'arrivée de Mikel Arteta, la comparaison avec Manchester United au terme de la saison. Regardez, la première saison, eh bien, Arsenal avait terminé 8e et Manchester 3e. La saison suivante, Manchester était également au-dessus. Et petit à petit, eh bien, regardez comment Arsenal a pris l'ascendant pour être aujourd'hui meilleur que les positions de Manchester United. La différence également entre Arsenal United et la première place, ok, et le nombre de points d'écart qu'il y avait. Vous voyez qu'Arsenal réduit année après année le nombre de points pour être à 5
à 2 points, à 10 points, c'est vrai, mais vous voyez qu'Arsenal se rapproche de la possibilité du titre. Arteta, donc, sur toute cette longévité-là, et donc, du côté de Manchester United, Solskjaer, l'intérim de Carrick et puis Rangnick, Erik ten Hag, intérim de Van Nistelrooy et l'arrivée de Ruben Amorim. Très intéressant de voir ça. On profitera de la presse anglaise demain pour analyser ce Manchester United face à Arsenal. Je voulais faire une petite parenthèse pour également saluer le très bon travail de Régis Lebris, entraîneur de Sunderland, promu, vous le savez, qui des années après a goûté au succès. C'était hier, victoire 3-0 face à West Ham, back with a bang, incroyable. Et je note d'ailleurs la présence du Français là que j'adore, Wilson Isidore, qui est là. Il a eu un tel parcours, Monaco, Laval. Il était du côté de Bastia. Il est parti en Russie avec le Lokomotiv Moscou et Saint-Pétersbourg avant d'arriver à Sunderland. Il a marqué hier face à West Ham. Beau début pour Monsieur Régis Lebris. Je referme cette parenthèse et bravo ainsi à Sunderland. Colo di ritorno, les amis. La presse italienne, on y va. Hier, il n'y en avait pas parce que c'était, vous le savez, jour férié. Le premier thème, c'est la Juventus, avec enfin l'accord trouvé avec le Paris Saint-Germain et donc le retour de Randal Colomoni avec l'effort, vous le savez, financier d'Elkan du côté de la Juve, Damien Comolli, le boss qui travaille dur pour satisfaire les demandes d'Igor Tudor, le coach de la Juventus de Turin. Il y avait un sine qua non, c'était le départ de Douglas Luiz, vous le savez, au milieu de terrain. On a trouvé l'accord avec Nottingham Forest pour permettre à la Juve de tout régler normalement, je dis bien normalement, en 48 heures, pour voir Randal Colomoni revenir à la Juve. Ça va être très intéressant parce que dans le même temps, regardez ce qui s'est passé. La Juve s'est imposée face à l'Atalanta, match amical, 2-1. Et qui a marqué? Regardez, Jonathan David le nouveau, mais également Vlahovic qui est toujours là. Il est entré en jeu et il a marqué pour offensif. Point offensif, si Colo vient, point offensif, imaginez la variété dont va pouvoir disposer Igor Tudor sur ce plan, justement. Les points positifs, les points négatifs. Positif avec Karnesecki ou encore Yildiz, qui a été excellent et on va y revenir. Point négatif, Kosunu du côté de l'Atalanta et Gonzalez encore du côté de la Juventus de Turin. Jonathan David fait la différence et Vlahovic qui envoie un petit message à Igor Tudor. 2 axes de travail pour moi sur ce 11 de départ de Igor Tudor. Regardez-le avec précision, vous le savez, c'est le grand retour gagnant du capitaine Bremer. Qu'est-ce qui m'a intéressé là-dessus? La position de Khéphren Thuram avec Koop Miners. Vous savez que Tudor veut absolument relancer Koop Miners après une saison moyenne et c'est ce triptyque-là qui m'intéresse également. Yildiz, Jonathan David avec Conceição. Regardez, on y va tout de suite d'abord pour vous monter la heat map de ces 3 hommes. Yildiz est vraiment très très bon, les amis. Très très bon. Regardez sa zone d'activité ici. Notez la position de Thuram et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. La position de Jonathan David, pas forcément très haut et servir en pivot. Il redescend très bas dans ces zones-là pour permettre aux 2 hommes d'aller travailler offensivement. Conceição, je l'adore. Transfert définitif en provenance du FC Porto avec également un rayonnement sur ce flanc droit. Et pourquoi je vous emmène sur la ligne juste en dessous, sur ce travail entre Thuram et Koop Miners? Je reste d'abord ici. Koop Miners, les amis, il est un cran plus bas. C'est là que Tudor travaille. Il a mis Koop Miners un cran plus bas. Pourquoi? Pour permettre par séquence à Khéphren Thuram de venir impacter offensivement, d'amener. Il a cette capacité box-to-box et grâce à cette capacité, il est venu notamment dans toute cette zone. Également, regardez ici, tout près de la surface et dans la surface et notamment dans cette zone, seconder les positions de Yildiz, le permettant à l'autre d'être plus fort. Ça, j'adore et c'est grâce au repositionnement de Tudor de Koop Miners. C'est une opinion, dites-moi si vous la partagez, mais ça me semble intéressant sur le plan tactique. Thuram a marqué également avec l'Inter, les amis. Le Français était là. Regardez, on va vers le bas. Victoire face à l'Olympiakos 2-0. Pavard était titulaire. Je vous rappelle qu'on l'annonce éventuellement sortant du côté de Galatasaray. Marcus Thuram était là, le nouveau Sukic au milieu de terrain. L'Inter face à l'Olympiakos, le sourire de Chivou, très intéressant. Lui qui attend encore sur le marché des transferts et notamment du muscle. Et quand on dit muscle, français également. Koné, vous le savez, du côté de l'AS Rome, que va-t-il se passer? Gasperini voudrait le garder, mais on parle d'intrigue parce que Chivou et l'Inter aimeraient le faire venir pour trouver du muscle. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'attente du dossier Lookman. Attention au dossier Koné qui pourrait rejoindre, donc vous l'aurez compris, l'Inter Milan. Du côté de la Roma, Bailly, le Jamaïcain, c'est fait, ça y est, regardez, avec le Corriere et la Gazzetta dello Sport, il est là. Le joueur d'Aston Villa, ça s'est très certainement joué ici.
la Roma et Aston Villa se sont rencontrés il y a peu là, le 6 août dernier. Les directeurs sportifs étaient ensemble, Massara et Monchi, l'Espagnol qui est parti à Aston Villa. On a discuté très certainement pour sceller la destinée du père Bailey. En médaillon, vous voyez que Sancho est toujours d'actualité du côté de la AS Rome. Ça, c'est une affaire qui est toujours à suivre. Antonio Conte, 4 coups les amis, 1, 2, 3, 4 possibles avant la fin de la fenêtre du mercato. Regardez ça, Gutiérrez, je vous en avais parlé déjà de Girona, les 3 autres sont ici, là et en médaillon zoomé, avec Juan Luis Sanchez, l'Espagnol de Séville, 22 ans. Tiens, Andy Diouf de Lens, l'international espoir, un bon cadeau éventuel pour Antonio Conte. Et lui, les supporters napolitains le connaissent. C'est un ancien napolitain ici avec le maillot. Il était parti du côté de Leipzig. Il devrait revenir. Elmas, 25 ans. Et je vous rappelle, attention, que confirmation de la blessure arrière de la cuisse gauche pour Lukaku qui devrait manquer le match face à Sassuolo. Je vous emmène à Milan d'abord. Regardez, ça c'est le programme de la première journée, justement avec le Napoli Sassuolo. Milan qui affrontera de son côté la Cremonese le 23 août prochain. En attendant, ce soir, premier tour de coupe pour Milan. Face à Bari, les choses sérieuses commencent avec Leao. Voici la composition d'équipe probable. On est en haut pour l'AC Milan avec deux nouveaux qui seraient alignés. C'est Estupiñán Brighton et Ricci du Torino. À noter que les autres nouveaux sont ici sur le banc. Je pense notamment à De Winter, le latéral. Je pense à Atekame, les deux latéraux qui pourraient également entrer. Et je pense surtout à Jachari et à Modric dans cette ligne au milieu où il devrait intervenir tout au long de cette saison à faire à suivre du côté de l'AC Milan. Allegri ne sera pas sur le banc, les amis. Souvenez-vous de cette photo-là. Vous vous rappelez lorsqu'il avait arraché sa chemise, on était en finale de Coupe 2024, il était à ce moment-là à la Juventus de Turin, c'était face à l'Atalanta Bergame, il y avait une grosse contestation, il avait été exclu, il a pris deux tours off, donc ce soir, tribune pour Max Allegri qui ne sera pas là sur le banc. Il attend toujours également le renfort, vous le savez, avec l'arrivée de Højlund de Manchester United, mais ce dernier veut des garanties, c'est un prêt avec des conditions derrière, il veut des garanties sur le prêt justement, c'est pas encore terminé. Pour finir les amis, je vous montre ça parce que c'est intéressant, ça se joue également ce soir à 21h30, l'Atlético Madrid sur la pelouse de l'Espagnol. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous le savez qu'on est en transformation du côté del Cholo Simeone avec, regardez ce 11 probable, je vous en avais déjà parlé, tout ce qui est là dans ce carré est nouveau, 50%, tout le côté gauche. Ruggieri qui est arrivé de l'Atalanta, Anco Feyenoord, Cardoso du Betis, Baena de Villarreal et Almada de Botafogo, passé par l'Olympique lyonnais bien évidemment. Clément Langlais est sur le banc, Griezmann est également sur le banc, c'est probable. Affaire à suivre, le début d'une nouvelle ère à l'Atlético Madrid. Voilà les amis pour ce point complet. Je vous embrasse très très fort, un gros big up à tous les copains de l'Afrique qui nous suivent comme tous les jours et qui envoient un bon nombre de messages que je me régale de lire avec beaucoup de gourmandise. Passez un bon dimanche soir. On se retrouve demain pour lancer une nouvelle semaine et n'oubliez pas, profitez des vôtres.